Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Bentoubab, je suis auteur-illustrateur, je fais du conte illustré, du roman illustré, de bande dessinée, un peu de jeux de société, tout ça. Je travaille principalement en auto-édition, financement participatif, à chaque fois j'oublie de le mentionner, et micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même, sauf l'impression. Je gère tout l'avant, la création, la mise en page, je donne à mon imprimeur un beau fichier PDF tout bien fait. On gère ensemble la qualité physique du produit, le papier, le grammage, la conception, tout ça, ce que ça va donner à la fin. Je reçois mes exemplaires qui sont toujours en petite quantité, d'où le côté micro-édition. Donc je fais rarement plus de 200 exemplaires de chaque projet. Et après, je gère tout l'après, donc la distribution, le contact avec les librairies, avec les festivals, les dédicaces, la vente, voilà, toute la communication autour du projet. Et bien souvent, entre deux, j'en ai parlé au début, j'ai oublié de le mentionner, généralement, sur des nouveaux projets, je fais de temps en temps un financement participatif, ou sur des suites de projets où ça fait un petit moment que j'ai pas bossé dessus, je fais des financements pour me permettre de réaliser mon petit projet et puis de voir si ça intéresse les gens, tout simplement, déjà. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique s'il y a des choses qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis ? Aujourd'hui, on va tester ce joli petit carnet. Je me suis pas renseigné si c'était de la nouveauté ou pas. En tout cas, dans le magasin, à côté de ça, je bosse dans un magasin de loisirs et de beaux-arts créatifs. On en a reçu et je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais la gamme Graduette de chez Canson, qui est pour moi l'équivalent de toute la gamme Gold Line de chez Clairefontaine. On travaille plus avec Clairefontaine, donc je connais un peu plus la gamme Clairefontaine que la gamme Canson. Mais là, on recommence un petit peu à avoir des trucs de chez Canson, donc c'est intéressant. Et du coup, normalement, si je dis pas de bêtises, la gamme Graduate, c'est une gamme étudiante, j'ai envie de dire. En tout cas, entrée de gamme, mais entrée de gamme de bonne qualité quand même. Normalement, c'est ça. Je pense que chez Canson, vous avez toute la gamme XL, qui est une gamme étudiante très intéressante niveau prix et pour la quantité, avec un papier qui reste de bonne qualité, hein, pour avoir fait pas mal de tests sur du XL, que ce soit du 90 grammes comme on va tester ici, vous allez voir, c'est rare que je teste du 90 grammes, mais des papiers 300 grammes, les XL Mix Media et le XL Aquarelle. Alors XL Mix Media, il est un peu vergé, donc pour moi, il est moins intéressant, mais ça reste des papiers de bonne qualité. Donc voilà, donc l'équivalent... un petit peu étudiant, un peu bon prix, quoi, bon prix, bon marché niveau XL. Et après, vous avez juste la gamme au-dessus, pour moi, Graduate, qui est un petit peu au-dessus de ce côté-là. Mais voilà, qui reste un bon entre-deux, pardon, et un bon investissement si vous voulez tester voilà certaines choses en fonction bien sûr de la technique que vous utilisez, hein. Bien sûr, il ne faudra pas prendre du 90 grammes pour faire de l'aquarelle par exemple, même si on va quand même tester parce que j'ai envie de voir ce que ça donne, toujours un petit peu curieux. Mais alors pourquoi je suis parti sur du 90 grammes? Parce qu'en effet, je teste rarement des papiers en dessous de 180, allez 160 minimum. Parce que je fais beaucoup d'aquarelle, beaucoup de marqueurs, beaucoup de peinture, plus que juste de la technique sèche. J'ai voulu tester celui-ci, les amis, parce que... Alors déjà, parce que, les amis, on a un beau petit carnet de ce format-là. Je vais essayer d'enlever ça. On est sur un format A5. Moi, je l'ai eu dans les 7 € avec une promotion. Et hors promotion, il est à une dizaine d'euros. Donc déjà, pour 10 €, je trouve que la qualité extérieure, en tout cas... est très très joli. On est sur un rendu un petit peu, on n'est pas sur du soft cover là comme j'aime beaucoup, mais on est sur un rendu quand même assez doux au niveau de la couverture rigide. On a un beau carnet qui se tient bien, un bon carton bien rigide. On a voilà pas mal de choses. Ça me fait penser, je l'ai pas sorti celui-là, j'aurais dû, mais c'est pas grave. Ça me fait penser à toute la gamme de chez Talens. Flûte, je n'ai plus le nom de cette gamme-là, je vous la mettrai en post-prod, mais j'en avais fait pas mal de vidéos. Du 140 grammes, papier un peu ivoire, très intéressant. Ça me fait penser à ça par rapport au prix, justement. Pour avoir un carnet de ce format-là, à ce prix-là, c'est quand même pas mal. On est sur combien de pages? On est sur du 90 grammes, on a 184 pages. Donc là, ils disent bien sûr sketch et notes, hein. Et sketch et notes, du coup, en voyant la qualité du papier, qui est un petit peu bi, je me suis dit, dis donc. Alors c'est pas, au début je me suis dit on va se mettre sur pour ceux qui connaissent, sur le XL 90 grammes, qui est un peu de cette couleur-là, peut-être un peu plus jaune, mais surtout un peu grainé. Et en fait, les amis, pour ceux qui ont déjà testé du Moleskine, ça ressemble beaucoup à du Moleskine. Et donc, je l'ai pris pour ça, en fait. Je l'ai pris parce que je me suis dit, si ça ressemble à du Moleskine, et si on a à peu près le même rendu du Moleskine que le Moleskine, ça pourrait être vraiment intéressant de tester.
J'ai des Moleskine juste ici parce que pendant un moment je dessinais un petit peu dessus. Ça m'a coûté un bras cette histoire, mais voilà. Mais je me dis si on est un petit peu dans cet esprit-là, pour ceux qui sont, moi je suis plus trop Moleskine maintenant, mais pour ceux qui sont à fond dans les Moleskine et qui aiment beaucoup cette qualité de papier, ce type de carnet-là, au-delà de la marque, je me dis ça peut être intéressant de voir si ce carnet à 10 balles fait le job comme le Moleskine. On n'aura pas la même qualité de papier à mon avis, mais je pense que, en tout cas au niveau du toucher, on s'en approche vachement quoi. On est très très proche, je trouve alors je vais vous donner une page blanche dans un premier temps. Vous voyez au niveau de la teinte déjà, on est sur cette teinte là, et je crois que alors au toucher là, le Moleskine a l'air d'être un peu plus grainé. Mais par contre, c'est au niveau de l'épaisseur de la page, on est même plus fin chez Moleskine, hein, c'est vraiment très très fin. C'est un vieux carnet, hein, je vais vous montrer, c'est des vieux dessins. Et on est un petit peu plus épais chez Canson, mais pas tant que ça. Alors, le problème du 90 grammes, c'est que dès qu'on corne un peu la page terminée, ça prend il y a des coups un peu partout, quoi. Donc ça reste pour du croquis, pour de la note et tout ça, mais c'est une qualité de papier qui est vraiment intéressante, que moi j'apprécie beaucoup. Et je dessinais beaucoup sur du Moleskine à cause de ça, parce que vous allez voir, tout ce qui est crayon et encre, moi je faisais beaucoup d'encre sur du Moleskine. Alors celui-là, je l'ai vraiment rempli de chez rempli. C'est juste du petit croquis vite fait, mais la glisse et le côté très doux du Moleskine étaient vraiment intéressants à utiliser. C'est des vieux dessins, ça se voit. Des vieux trucs. Donc ouais, il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes dessus, du Bic, du l'encre, du Pentel. Ce qui est intéressant avec cette qualité de papier, c'est que on pouvait faire de l'encre pigmentée, genre d'encre de Chine, quoi, et que ça passait pas au travers pour du 90 grammes, voire moins. Je pense que le Moleskine, c'est encore moins. C'est un papier qui a une très très bonne résistance. On peut écrire à la plume, tout ça dessus, ça transperce pas. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu si on a la même chose là-dessus. Je voulais vous montrer celui-ci pour le comparatif. Et un autre que j'ai retrouvé, que je voulais vous montrer. Je sais pas s'ils le font encore, Moleskine, mais j'avais entendu parler de ce carnet-là chez un artiste comics américain avec qui j'avais un peu causé, Dan Fraga, si je dis pas de bêtises, ça fait quelques années maintenant. Et à l'époque, c'était un des premiers artistes que je voyais faire un sketch par jour pendant 365 jours, c'était son défi. Et je lui disais, putain, c'est canon ce que tu fais, sur quel carnet t'as fait ça? Et il m'explique, bah voilà, Moleskine, ils font un agenda, page blanche, complètement blanche. Je sais pas s'ils font encore ce type de carnet Moleskine, mais ça pour le coup, c'est pas dans mes souvenirs, c'est pas excessif niveau prix. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en post-prod aussi. Mais très intéressant. On retrouve le papier classique du Moleskine. Donc moi je travaillais au micron dessus, au 005 à l'époque. Et j'avais fait, voilà, je m'étais amusé à faire un sketch par jour. Et j'ai tenu l'année comme ça, à faire un sketch par jour. Et du coup, c'était voilà vraiment très intéressant. J'ai fait pas mal de tests différents, toujours en restant avec la même technique. Et chaque mois, à l'époque c'était sur Facebook, chaque mois je demandais des thèmes à mes followers, à mes amis en vrai, hein, parce qu'à l'époque c'était surtout des gens que je connaissais, c'était pas des inconnus. Mais même si encore maintenant, la plupart, c'est des gens que je connais, hein, on va pas commencer à se la raconter. Mais du coup, voilà, ouais, c'est très très intéressant à utiliser. Le format vraiment intéressant parce que du coup, avec le micron, bah forcément, c'est nickel niveau format, ça reste un petit format, mais on arrive à le charger avec le micron, avec le 005 à faire pas mal de détails. Et du coup, j'avais pas mal de thèmes sur les films, sur des personnages, sur des choses qui m'ont mis un petit peu en difficulté, de l'automobile, de la moto, j'ai même eu de la pâtisserie à faire, voilà, j'ai même eu des choses un peu techniques. C'était vraiment un super défi, donc je passe un petit peu de temps là-dessus pour vous montrer, parce que je vous encourage à tester si vous avez jamais fait. Ça me prenait 15-20 minutes par dessin, rarement plus, et ça m'a bien aidé à me challenger et puis à changer un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire, quoi. Voilà les amis. Écoutez, bah juste là-dessus, voilà, je voulais vous montrer celui-là parce que je trouve le format super sympa. J'en ai pas fait d'autres. Je l'ai fait pendant une année. En fait, c'était l'année de la naissance de ma fille. Et après, bah les enfants, tout ça, forcément, on a un peu moins de temps. Et puis, bah je me suis attaqué à des projets un peu plus sérieux entre guillemets, quoi, moins de temps pour le challenge et plus de temps pour la production. Donc voilà. Bref, voilà. Mais alors, oui, et je vous dis ça aussi parce que je reviens à ce carnet, 10 €, Moleskine de cette taille-là, on est, à l'époque, je crois que je l'avais payé 17-18 €, ce qui est déjà pas mal comparé à celui-là. Je pense que maintenant, on est plus dans les 20-25, je pense, vu le tarif. Je pense qu'on est à peu près sur le même nombre de pages. On a peut-être plus chez Moleskine. On a peut-être un peu plus chez Moleskine.
Mais encore une fois, voilà, à voir si on a vraiment le même type de papier, ça peut valoir le coup de, voilà, si vous êtes vraiment fan de Moleskine, de au moins le tester, le graduate, parce que pour 10 balles, vous allez pas, vous allez pas, je vais y arriver. Vous allez pas vous ruiner, quoi, voilà. Donc ça peut être intéressant pour ça. Donc on va tester ça, les amis. On va déjà faire une première... Alors déjà, qu'est-ce que vous avez dedans? Qu'est-ce que vous avez? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des détails techniques, mis à part ce que j'avais ici? Ici, qu'est-ce que j'avais? Papier blanc très lisse, ok, j'ai pas plus de détails que ça. À chaque fois, l'idée de ces vidéos, hein, les amis, c'est que je découvre un peu avec vous, donc j'essaye de me renseigner un tout petit peu sur le produit pour pas... Mais la plupart du temps, j'essaye d'être un peu vierge de pas mal d'informations, histoire de le découvrir un peu en même temps que vous. Donc c'est un peu chiant parce que bah, je découvre en même temps que vous, donc c'est un peu lent, comme en ce moment. mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, j'ai un peu la surprise avec vous et que ça fait une vidéo normalement moins monotone. Normalement. Donc voilà. Voilà. Alors c'est marrant parce que je vois Canson. Mais je vois... Ah oui, ah non, importé par Delaunay, c'est marrant ça. Fabriqué en Inde. Papier fabriqué en France. Importé des États-Unis par Delaunay. C'est marrant ça. C'est importé par Delaunay. Je savais pas que Canson il passait par Delaunay, c'est marrant. Parce que bon, ils sont pas... J'allais dire ils sont pas en concurrence, mais un peu quand même, parce que... Delaunay fait du papier aussi. Alors, est-ce que Canson a été racheté Delaunay? J'ai pas suivi ça. J'ai pas suivi. Il faudra que je regarde. Il faudra que je jette un œil. Ou Canson. Hein, je vais pas présenter Canson quand même. Je vais pas vous faire cet affront-là. Hein. N'importe qui a fait un petit peu du dessin ou, enfin voilà, qui a un peu gribouillé dans sa vie, connaît forcément Canson. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Bah, vous avez une première page pour mettre nom, numéro de téléphone, du papier à la conquête de l'air. Hein. Le 14 décembre 1782, un étrange sac de papier enfle au-dessus d'un feu dans la cour des Montgolfiers. Bientôt, il se redresse, s'élève, s'envole, gagne les cieux, il traverse la rivière et se pose en douceur sur un coteau. Joseph et Étienne Montgolfier viennent de réaliser le rêve d'Icare. L'invention la plus connue est bien sûr la montgolfière, mais cette passion d'innover a aussi permis des progrès majeurs dans le domaine du papier, avec notamment l'invention du papier calque en 1807, de mi-teinte, le premier papier teinté dans la masse, et d'un procédé de papier photographique. Voilà, un petit moment historique. Développé pour les artistes, par les artistes, Canson traverse des siècles aux côtés des plus grands artistes, Chagall, Delacroix, Ingres, Miro, Picasso, Van Gogh, Warhol, Matisse, ont fait des papiers Canson leur support de prédilection. Extrait du livre d'art de papier de Marie-Hélène Reynaud. Intéressant. Pas mal. Ça reprend, alors c'est dans mes souvenirs, juste pour montrer, Moleskine, je pense que normalement, je sais pas si je vais la voir là, ils le font pas au début, c'est à la fin peut-être. Ah, je l'ai peut-être plus, mais dans chaque truc Moleskine, vous avez dans le petit soufflet que vous avez ici, qui est très beau, hein, de très bonne qualité, le soufflet avec un truc un petit peu tissé. Vous avez du coup voilà l'histoire de Moleskine, tout ça très important parce que c'est un peu ce qu'ils mettent en avant. Hein, Moleskine, ils mettent en avant leur savoir-faire, leur marque, leur histoire. Là, on retrouve le principe de soufflet. Est-ce qu'on est... Ah bah les amis, on est quasiment sur la même qualité, hein. On est sur un côté tissé et tout ça, donc pour l'instant, rien à envier à Moleskine de ce côté-là. On est sur quelque chose de qualité dans les deux cas. Est-ce que j'ai un truc entre deux? Ah, une petite page collée. Un petit peu de... Ah non, c'est du fil. Ouais. Bah oui, forcément, ça a été cousu. Vous avez un signet dedans. Ça peut être intéressant aussi, voilà, pour un petit marque-page qu'on retrouve en tout cas pas chez Moleskine là, on l'a sur celui-ci. Ah, un peu de poussière. Voilà. Bon allez, on va tester ça parce que là, sinon on va encore dire que je suis trop long. Je suis trop long de toute façon. Bon là, j'ai fait un peu n'importe quoi, hein, c'est la page du fond, on s'en fout. On va tester du crayon. Attendez. On va tester autre chose. On va tester ça déjà. J'ai envie de voir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas bossé avec des types microns et tout ça. À la base, moi, je bosse surtout avec des microns et ceux de chez Staedtler. Et j'avoue avoir été un petit peu conquis par Winsor & Newton de ce côté-là, parce que j'aime bien la forme du crayon. Je trouve que le côté très effilé est vachement sympa et accentue la finesse du trait. Donc on va déjà faire un petit test là-dessus. Alors, déjà, est-ce que je retrouve... En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Juste pour me rappeler, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas bossé sur du Moleskine, je vais faire un truc. Je vais me refaire juste une série de traits. Ok. Pour avoir le ressenti. Alors, on a plus d'accroche sur le Moleskine. Je crois qu'il y a un grain qui est un petit peu plus... Je l'avais dit hein, déjà dès le début, qu'au niveau du toucher, on avait plus de
Je sais pas si ça va s'entendre, mais... À l'oreille, on sent que déjà, c'est plus lisse ici que ici. On a plus d'accroche sur le Moleskine. Je pense qu'on verra plus le grain avec le crayon. On a un peu plus d'accroche chez Moleskine que chez Canson. Mais, c'est léger, hein. Alors, si vous faites de l'écriture, je pense que... Ouais, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. On a un rendu beaucoup plus lisse. Donc si vous faites de l'écriture, tout ça, si vous aimez le côté un peu granuleux du Moleskine, c'est ce qui fait un peu sa spécificité, ce côté à la fois lisse et granuleux, ouais, c'est pas la même chose. Là, là on est, je suis bien sur une page, oui, je suis bien sur une page classique. Là, on est plus sur un rendu un peu Bristol. Mais honnêtement, on n'est pas très très loin, hein. Si vous êtes vraiment amoureux du Moleskine, vous allez sentir la différence. Si, voilà, si sans plus, normalement ça devrait le faire. On va faire un test un peu avec un crayon pour voir un petit peu la différence. Je vais garder le Moleskine à côté. On va faire juste un petit test comme ça. Juste pour voir le grain du papier. Ouais, bah là on voit bien. Hein. Là on voit bien la différence. Je vous ferai des photos hein, pour qu'on voit mieux. Mais là on voit clairement la différence entre les deux. On a quelque chose de beaucoup plus fin et piqueté chez Moleskine que chez Canson. Hein. C'est assez flag. On voit, ouais, c'est assez flagrant. On voit bien, on voit clairement bien la différence. En sachant que, en plus, le Canson, je dois appuyer un petit peu plus pour que ça marque. Hein. C'était sûr, hein, c'était sûr que si on avait un équivalent parfait au Moleskine, il y aurait eu un souci. Hein, donc c'était sûr qu'on ne serait pas exactement sur le même type de papier. Mais voilà, encore une fois, les aficionados verront la différence. Ceux qui pratiquent vite fait le Moleskine comme ça ne verront pas la différence. Et ça peut potentiellement être intéressant du coup d'avoir cette équivalence. Parce que vous voyez, on n'est pas si... Il y a un léger... On voit hein, qu'on a un rendu un peu plus flou ici qu'ici. On a quelque chose d'un peu plus net, donc le grain est plus prononcé ici qu'ici, hein, tout simplement. On l'avait senti dès le départ, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme test? On va faire un test juste de... ah oui, tiens, si, d'encre, juste pour voir un petit peu, que je me rappelle. Oui, si je présente pas. Donc ça, c'était un polychromos, pardon. Classique, hein, si vous suivez un petit peu ce que je fais, c'est un truc que j'utilise quand même assez souvent, polychromos, donc je suis très très fan. Juste avant, voilà, je vous ai dit, c'était Winsor & Newton, c'est l'équivalent des Micron, Pigma Micron ou Pigment Liner Staedtler, mais chez Winsor & Newton, hein, tout simplement. Donc pointe calibrée, l'avantage de ces pointes-là, vous avez une pointe feutre, c'est pas rechargeable, enfin bien que j'ai fait une vidéo où je le bricole un peu et en fait c'est rechargeable, mais c'est pas fait pour être rechargé à la base. Et voilà, je vous invite à jeter un œil sur la vidéo en question si ça vous intéresse. Et là, du coup, mon Pentel, il faut que je rachète des cartouches, j'en ai plus. Donc j'ai retrouvé mon Kuretake. Je me rappelle plus du nom de ce stylo plume. Je vous le mettrai pareil en info. Je vous dis tout de suite, ne le chopez pas en boutique, celui-là, parce que vous allez payer un prix quand même assez excessif. Chopez-le en ligne sur Amazon. Alors Amazon c'est pas bien, sauf que sur Amazon c'est Kuretake qui vend directement, donc quelque part c'est comme si, hein, avec des gros guillemets, vous achetiez directement à Kuretake. Vous enlevez les intermédiaires. Et voilà, très très intéressant. On voit plus, mais du coup comparé au Pentel Graphic Pen, on est sur le même principe. Excusez-moi, j'explique tout en 3 temps, machin, hein, chaotique comme d'habitude. On est sur un principe de stylo plume avec une pointe pinceau. Et surtout, j'espère que j'ai encore de l'encre dans celui-là, c'est vrai que j'ai pas checké. Si ça va, j'avais mis une nouvelle cartouche. On est sur des cartouches voilà, qui se remplissent. C'est des cartouches spécifiques de chez Kuretake qu'il faut prendre. Vous ne pouvez pas remplir avec n'importe quel type d'encre et n'importe quel type de cartouche. Et surtout, au bout, vous avez du poil naturel, si je dis pas de bêtises, comparé au Pentel Graphic Pen qui est du synthétique. Voilà. Juste pour information. Et c'est pas mal, c'est pas mal. On a un poil qui se donne un peu plus comparé au Pentel Graphic Pen. Mais c'est assez intéressant à utiliser. On a à peu près le même type de rendu. Hein. Un peu freiné, voilà. On peut travailler un petit peu en détail si on veut. On a un frein qui est un peu plus prononcé chez
chez Kuretake. Bien que là, vous avez le grain du papier qui joue. Hein. On a une belle accroche quand même chez Moleskine, hein, j'avais oublié. Là, si je fais un petit comparatif avec celui de Canson. Oh, on retrouve un peu le même truc. Hein. On a pareil, un peu le même type d'accroche. Ouais, on est quasi pareil. On est quasi pareil. Je vais le garder de côté parce que je vais peut-être m'en servir pour le petit dessin final. Et on va juste faire un test vite fait. Alors déjà, est-ce que ça passe au travers? Celui-là, ça va. Et chez Canson, qu'est-ce que ça donne? Ça va aussi. On a une bonne résistance du papier quand même. On a presque une meilleure résistance que chez Moleskine, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il est un petit peu plus épais aussi. Je voulais juste faire un test. Tiens, vite fait avec du feutre à alcool. Sans grande surprise à mon avis, mais on ne sait jamais. À mon avis, ça va bien dégorger à l'arrière. Bon. Oh, putain. Bon, feutre à alcool, hein, n'achetez pas ceux-là. C'est ceux de chez Action. Ça dépanne, mais c'est vraiment pas terrible. Ouais, voilà, ça c'était sûr. Et à mon avis, alors je vais essayer de faire gaffe de pas trop marquer. Je vais le faire en haut. Pas trop marquer le dessin que j'avais fait de base. Et à mon avis, ouais, on va avoir le même type de rendu. Ouais, ça déborde à mort. Ça, c'était sûr. Si vous utilisez du feutre à alcool, hein, faites gaffe. Et un petit dernier test à l'aquarelle. Allez, vite fait à l'aquarelle. Hop. Coucou Guigui. Hello, hello, merci d'être là. Hop, petit test rapide, vraiment rapide. On est déjà à 23 minutes de vidéo, je veux pas que ce soit trop long non plus. Tiens, on va prendre quoi? On va prendre un bleu. C'est pas un papier du tout fait pour ça, mais voilà, on va juste tester vite fait. Hop. C'est vraiment pour se rendre compte. C'est pas un papier fait pour ça, mais on a quand même un rendu potentiellement intéressant. Et je suis idiot parce qu'il va falloir... Moi, je vais un peu le diluer parce que sinon, il va falloir que j'attende une plombe que ça sèche. On a quand même un rendu qui est intéressant. Des fois, voilà, c'est tout ça pour dire, des fois, faut tester. Hein. Faut tester un peu le papier. 90 grammes, on va se dire, bah, pas du tout fait pour de l'aquarelle, ce qui est vrai. Hein, ce qui est vrai. Mais des fois, on peut avoir des rendus qui sont pas dégueux. Hein. Vous voyez, c'est pas voilà quoi. On n'a pas ce qui arrive de temps en temps sur des papiers qui sont pas de super qualité, c'est que vous avez des petits picots qui apparaissent quoi. Ça vieillit mal. On dirait que le papier a des champignons quoi, un petit peu. Et là, c'est pas le cas. Donc ça voilà quoi. On est limite sur un rendu un peu Bristol. Hein. Donc on peut faire un petit peu d'aquarelle dessus, je pense. Hein. C'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant en soi. Comme quoi, vous voyez, ça a beau être du 90 grammes, on peut quand même s'amuser à faire pas mal de choses dessus. Voilà, puis alors après, juste pour tester, mais hop. Petit feutre aquarelle, Pro Marker Watercolor. Je vais pas refaire tout un topo. À chaque fois, je fais tout un topo dessus. Je pense que voilà, si je vous mettrai le lien si vous voulez des renseignements. Mais voilà, juste pour tester vite fait. Parce que pareil, hop. Ouais, on sent, même là, au feutre, on sent quand même qu'il y a une accroche plus balèze chez Moleskine que chez Canson, excusez-moi. Et vous voyez, un petit peu, on commence à voir la Moleskine. Avec du feutre, on a cette espèce, ça commence à se piqueter un peu. Voilà, qui a un rendu un peu bizarre. Là, au final, chez Canson, on a un rendu net. Hein. On a un rendu assez homogène, assez nickel. Donc non, quand même. Alors, on n'est pas, voilà, ceux qui aiment vraiment le grain du Moleskine, bah, on perd ça, quoi. Du coup, on a beaucoup moins de grain. Mais par contre, on a une bonne résistance du papier. On a des beaux petits rendus voilà, à l'aquarelle, hein, c'est quand même jouable. Ça, forcément, ça gondole, hein, parce que ça reste du 90 grammes. Et pour du 90 grammes, il gondole pas tant que ça. Donc voilà. Et on a des rendus, somme toute, voilà, très sympathiques. On peut quand même faire pas mal de choses. Hein. Comme quoi, des fois, faut vraiment tout tester hein, sur les carnets qu'on a. Bon, bref. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va se faire un petit dessin. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. Ce sera déjà pas mal. Bah ouais, j'ai testé ce que je pouvais tester dessus. Je vais pas tester tout ce qui est peinture, acrylique, tout ça, parce que ça, au final, c'est tout support. Hein. On peut faire de l'acrylique dessus, on peut faire de la gouache dessus. Si l'aquarelle passe, la gouache passera sans souci.
Voilà. Tout ce qui est pastel, alors tout ce qui est pastel, tout ça, c'est vrai que ça, je teste jamais, mais vu la qualité du grain et voilà, le côté lisse, c'est comme faire du pastel sur du Bristol. Pour le coup, que ce soit Moleskine ou Canson, on va avoir à peu près le même type de résultat. On peut, hein, mais ce sera pas très intéressant, je pense, personnellement. Bon, ce qui était vraiment intéressant, du coup, c'était le test du crayon qui a vraiment mis en lumière le grain très très fin qu'on a chez Moleskine, qu'on retrouve pas chez Canson. Bon, là, c'est à peu près sec. Mais non, ça a l'air d'être un papier de bonne qualité. Ça va me faire un énième carnet que j'entame et que je ne sais pas quand est-ce que je finirai, mais bon. Mais ouais, quand je suis tombé dessus, je m'étais dit, ah, je vais pas racheter un carnet, j'en ai testé assez comme ça. Et au final, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même voir ce qu'il donne parce que ça reste intéressant, quoi. De ce côté-là. Moi qui aimais beaucoup les Moleskine et qui a arrêté aussi d'en prendre parce que bah, les Moleskine, ça coûte cher. Et quand on fait des petits dessins comme je fais dessus, bah, on les bouffe vite, hein. On les bouffe quand même très très rapidement. Donc voilà, quoi. Pas prise de tête, on va refaire un dessin standard. Je ferai d'autres tests, je pense. Je ferai peut-être un test à l'aquarelle dessus, juste pour voir ce que ça donne, pour montrer aussi que des fois, il y a du 90 grammes qui peut être intéressant à l'aquarelle. Moi, je me rappelle que le XL 90 grammes de chez Canson, j'ai fait pas mal d'aquarelle dessus, parce que j'aimais beaucoup le rendu. Je trouvais que la finesse du grain était vraiment intéressante. On n'était pas sur un satiné, mais on était quand même sur quelque chose de très très fin, avec un léger grain, et du coup, c'était juste ce qu'il fallait pour faire ressortir certaines choses de l'aquarelle. Là, la difficulté que vous allez avoir à l'aquarelle, c'est que si vous faites des fondus, quoi, les fondus, ça va pas être intéressant sur ce type de papier, où vous allez avoir des rendus très très chaotiques, parce que ça va pas sécher de manière homogène, quoi. Bref. Allez, petit dessin, les amis, on s'arrête là. Hop. Donc, je vais retrouver, je vais me faire un petit plaisir... perso, c'est que je vais retrouver un petit peu ma façon de dessiner d'il y a quelques années, quand je faisais justement mes trucs sur Moleskine. On va partir un peu à l'arrache, hein, et puis on va voir où ça nous mène. Bon, je dis à l'arrache, hein, mais quand je sais pas par où démarrer, je démarre toujours par les yeux. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il va y avoir pas mal de stries, je vais essayer de faire en sorte que ça ne prenne pas des heures non plus. Et là, on a une bonne glisse. Ce que j'aimais bien avec les types de papier un peu Moleskine et tout ça, c'est justement qu'on a un trait qui part vite. Du coup, j'aimais bien dans le sens où on pouvait faire de beaux arrondis, on n'a rien qui vient freiner le trait, quoi. Bon, avant, quand mes dessins que je faisais un peu de cette manière-là, c'est ce que j'aimais bien faire, c'était délimiter toutes les zones d'ombre et de venir les remplir, en fait, tout simplement. J'aimais bien fonctionner comme ça. Je faisais des petits arrondis comme ici. Et je venais faire du remplissage avec mes petits traits. À l'époque où en histoire de l'art, je regardais, quand j'étais étudiant en histoire de l'art, quand j'étais étudiant en art plastique plutôt, je regardais beaucoup de bouquins sur des anciennes gravures. Et on retrouve ce genre de trait, alors, pas du tout, pas du tout chaotique et bordélique comme moi je le fais, un truc vraiment maîtrisé où chaque trait est limite parallèle à l'autre. Et on avait une espèce de rendu vraiment très très beau, qui de loin donnait l'impression de quelque chose de très très plein, et quand on regardait de près, montrer tout le détail de chaque trait, tout le remplissage, avec des lignes plus ou moins serrées. Plus elles sont serrées, plus vous aviez l'impression que le motif était plein. Et plus c'était éloigné, plus vous aviez quelque chose de clair. Bon, je sais pas où je vais, hein. Enfin, je sais pas où je vais. Je fais un portrait après, c'est rien
Rien de bien compliqué. Alors là, je le fais pas pour pas que ce soit ça rende n'importe quoi à l'écran, mais normalement, je tourne mon carnet dans tous les sens pour voilà, pour faire des traits un peu différents. J'essaye de rester à peu près sur le même angle, ça va le faire aussi. Hein. Je foutais plein de petits traits comme ça partout, je trouvais que ça donnait du mouvement, du dynamisme. Celui-là, je vais le refermer, j'en ai plus besoin. Hop. Toubab, tu as un portfolio ou un truc où on peut voir tes créations? Bah, à part Instagram, où je mets, c'est un peu fourre-tout, mais au moins, je mets tout. J'avais un portfolio il y a quelques, je sais, il existe encore, hein, normalement, sur Ultrabook. Si vous tapez Toubab Ultrabook ou quelque chose comme ça, vous allez tomber dessus sur Google, normalement, s'il existe encore. Si Ultrabook existe encore. Mais j'avoue, ouais, non, mis à part ça, j'ai pas de portfolio pro. Enfin, je l'alimente plus, en tout cas, mis à part celui que j'avais fait sur Ultrabook. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était en 2010, un truc comme ça, quoi. Je démarchais encore un peu le tout venant, quoi. J'envoyais ça à des maisons d'édition, j'envoyais ça à des boîtes de communication visuelle, j'envoyais ça un peu à tout le monde, quoi, pour trouver du taf, quoi, à l'époque où j'étais freelance. Et maintenant, maintenant que je suis... donc là, maintenant, mon statut, c'est artiste-auteur. Et maintenant que je fais de l'auto-édition, comme maintenant je fais mes projets un peu de mon côté moi-même, et puis je bourlingue un peu de festival en festival pour parler un peu de mes projets au public. Maintenant, je démarche moins. Je démarche beaucoup moins. Et maintenant, à mon modeste niveau, j'ai la chance que certaines personnes viennent me voir pour dire, bah voilà, je suis devenu un peu limite consultant alors à tout petit niveau, à mon tout petit niveau, mais en auto-édition et en financement participatif, parce que l'air de rien, j'en suis à mon septième projet en financement participatif. Donc voilà, donc non, voilà, tout ça pour répondre. Bah, j'en ai un normalement encore sur Ultrabook s'il est encore là, sauf que c'est des vieilles créations et maintenant je relaye directement à mon Instagram, même si c'est le bordel, mon Instagram, ça donne une bonne vision de ce que je fais, quoi. Alors il y a certains, j'ai des retours de quand je l'envoie encore à certaines personnes qui veulent des contacts pro qui veulent voir un peu ce que je fais, j'ai soit c'est marrant, j'ai soit on cerne en phrase, j'ai soit ah c'est bien, on cerne bien ton univers, soit on comprend rien. Mettez-vous d'accord, hein. Soit c'est cohérent, soit c'est pas cohérent. Et puis en fait, voilà, quand on me dit ceux qui me disent que voilà qu'en effet ça manque de cohérence, tout ça, bah ouais, bah en même temps, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Je vais pas commencer à. J'ai plus l'âge, les copains. J'ai plus l'âge de. J'ai plus l'âge de plaire. J'ai plus l'âge de plaire. C'est un peu con ce que je dis. Non, c'est pas. Alors c'est con et en même temps il y a une petite réalité derrière ça. C'est que maintenant, grâce au financement participatif, à l'auto-édition, maintenant je peux faire mes projets qui me tiennent à cœur à moi. Donc ouais, j'ai fait pendant un temps. J'ai fait pendant quelques années d'essayer de faire ce qui plaît pour me vendre, tout ça. Et ça me faisait chier. Et puis alors c'est chiant parce que du coup. Si jamais, ça m'est pas arrivé quelque part heureusement, c'est un peu dommage parce que du coup j'ai eu toute une période où j'ai pas trouvé de clients et tout ça, mais quelque part maintenant je me dis avec le recul heureusement parce que du coup j'aurais eu des clients potentiels qui auraient été intéressés sur quelque chose qui m'emmerde, sur quelque chose que je fais juste pour dire voilà je sais faire ça, mais ça me botte vraiment pas de faire ça. Donc je le dis en même temps pour ceux qui font des portfolios, des trucs comme ça, si vous vous lancez mettez dans votre portfolio que ce que vous aimez faire, hein, quelque part, ou mettez aussi 2-3 trucs qui peuvent vous challenger, où vous vous dites, enfin voilà, n'oubliez pas que concrètement, n'oubliez pas que votre portfolio c'est votre vitrine, et que du coup, s'il y a des choses que vous aimez pas dedans, ou si il y a des choses dont vous êtes fier, mais ça vous a fait chier de le faire, bah ne le mettez pas, parce que du coup, potentiellement, il y a des gens qui vont dire, ah ça j'aime bien, ça m'intéresse, et du coup, on peut potentiellement se retrouver avec des demandes sur des choses qu'on n'aime pas.
Et bon, on pourra, entre guillemets, s'en prendre qu'à soi-même, parce qu'il fallait pas les mettre en avant, en fait. C'est un peu con, hein, ce que je dis, hein, mais voilà, je le dis parce que moi, je l'ai fait. Alors, je suis peut-être con aussi. C'est possible. C'est fort possible. On est tous un peu cons à un moment de sa vie. Mais voilà, ouais, du coup, voilà. Bon, bah, j'ai un peu fait long, mais voilà pourquoi... Voilà pourquoi je n'ai pas de portfolio mis à jour, en tout cas. Je suis parti dans un truc, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça répond un peu à ta question. Ok, Dac. Ouais, car le métier d'artiste, c'est un peu difficile par moment. Tu n'as pas trop de soucis, toi. Bah, je te dis, alors, moi, concrètement, hein, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai un 15 heures semaine dans une boutique de beaux-arts et loisirs créatifs. Donc, concrètement, je travaille, je fais 5 heures mercredi, 5 heures jeudi, 5 heures vendredi. Et le reste du temps, bah, je suis illustrateur. Donc, du coup, le reste du temps, soit je bosse sur mes projets perso, soit j'ai de la commande de portraits, soit soit j'ai des là bah, dernièrement ça m'a pris un bon 5-6 mois parce que j'ai illustré et aidé deux auteurs à la maquette et la réalisation de leur d'un côté un roman illustré et de l'autre côté un recueil de poésie qu'on a proposé en financement participatif fin d'année, qui ont tous les deux fonctionné. Donc du coup j'ai été payé pour ça et je leur ai filé un coup de main au niveau du financement participatif parce qu'ils y connaissaient pas grand chose. Je les ai aidés un peu là-dessus aussi. Ça, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai des commandes de toiles, j'ai des commandes donc de portraits, mais je peux faire des grosses commandes aussi de toiles et ce genre de choses. Je fais des expositions, je contacte les festivals pour avoir des dates. J'essaye d'avoir au minimum un festival par mois, même s'il y a des mois où c'est un peu plus léger. Par exemple, décembre, janvier, je sais qu'il n'y a pas de festival. Et moi, c'est très bien, ça me permet de me remettre tranquillement. Et là, je vais redémarrer avec un festival en février, 2 festivals en mars, un en avril, normalement. Il faut que j'en trouve un en juin. Et généralement, juillet, août, pareil, je laisse de côté. Si j'en ai un, voilà, je le prends. Mais sinon, c'est là, pour le coup, c'est pas moi qui contacte. Généralement pour les festivals, pour ceux qui connaissent pas du tout, bah généralement moi je les contacte en disant bah voilà, je suis illustrateur, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Et maintenant aussi j'ai la chance parce que ça fait plus de 10 ans que je fais du festival. Alors je fais du festival BD, festival geek un peu classique, voilà, un peu animation tout ça. Festival du livre, festival du jeu de société, donc j'ai pas mal de choses sur lesquelles je peux aller. Et j'habite dans le nord de la France, donc on a beaucoup de choses de ce côté-là. Je vais y arriver, je sais plus ce que je disais. Si ça vous emmerde, nous dites, hein, j'arrête, hein, mais voilà, au cas où. Et je sais plus ce que je disais. Et donc, ouais, maintenant, vu que ça fait plus de 10 ans que je suis là-dessus, que je fais des festivals, maintenant, c'est un automatisme, je suis réinvité chaque année. Voilà. Il y a encore quelques festivals qui invitent. Là aussi, si ça vous intéresse, je pourrais développer. Mais du coup, et maintenant, on a des festivals où on est invité, on a des festivals où il faut payer, on a des festivals qui nous payent, des fois. Ça dépend. C'est rare, mais ça arrive. Mais voilà, quoi. Voilà. Et à l'époque, quand j'ai commencé les festivals en 2014, la plupart des festivals nous invitaient, nous défrayaient, nous nourrissaient, nous loger quand c'était sur plusieurs jours. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Il y en a encore quelques-uns qui tiennent la barre de ce côté-là, mais c'est beaucoup moins le cas. Voilà, je sais plus si j'ai répondu à peu près à la question. Non, oui, donc oui, la question c'était est-ce que j'ai des soucis? Ça va. Le 15 heures semaine qui concrètement me ramène 600 euros. Le 15 heures semaine qui me ramène 600 balles par mois m'aide bien. En plus, voilà, je suis dans une boutique qui fait loisirs, beaux-arts créatifs, tout ça, donc ça reste dans mon domaine. Je passe 15 heures par semaine à parler d'aquarelle, de peinture et tout ça à des clients. Donc c'est cool, franchement ça me va. On a une bonne ambiance au boulot, donc ça c'est cool, au magasin en tout cas, donc ça c'est cool. Puis voilà, le reste du temps, je suis à la maison et je bosse sur mes trucs ou sur des commandes. Donc ça va. Pour être tout à fait honnête, je ne m'enrichis pas. Je suis pas, enfin je m'enrichis pas. Je suis pas riche quoi. Je suis pas, j'ai de l'argent. Hein, je suis pas en manque. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Et tout ça pour dire, parce que j'ai croisé, au cours de mes années de festival, j'ai croisé certaines personnes qui disaient moi je suis là pour faire de l'argent. Et bon, alors s'il y a bien un métier où on fait pas de l'argent, c'est auteur. Hein. C'est à moins d'être... c'est auteur, dessinateur, illustrateur. C'est pas un métier où on s'enrichit, hein. Ça se saurait, les gars. Mais c'est un métier passion, quoi. C'est un métier où il faut accepter... faut accepter. C'est pas bien ce que je dis, parce qu'il faut se battre pour ses droits et tout ça, mais moi voilà, j'ai plusieurs fusils, hein, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, n'est-ce pas, et qui me permettent de me dire, bah si l'illustration c'est un peu léger, j'ai le boulot à côté tu vois, qui rééquilibre le truc. Donc voilà, de ce côté-là. Bref, voilà à peu près. Ah ouais, ça bouge bien. Ouais, au final, ça bouge bien. Franchement, oui, ça va. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais alors, ça bouge bien aussi parce que je me suis pas enfermé. Hein. Je suis pas, tu vois, j'ai des amis dessinateurs. J'ai des amis dessinateurs qui bossent par exemple chez Soleil. Ils font que ça, quoi. Ils font que de la BD chez Soleil. Point barre. Moi, je fais de l'album jeunesse, je fais du jeu de société, je fais du roman illustré, je fais du recueil de poésie, je fais des commandes de toile. Donc, moi, j'aime bien me diversifier. Ça me saoulerait de faire, d'être bloqué. J'ai des amis qui bossent pendant 1 an sur un album BD. Moi, ça me gonflerait, mais je suis pas fait pour ça. J'y ai cru, hein. J'ai cru pendant un moment que j'étais fait pour ça. Pendant un moment, mon goal, c'était vraiment d'être auteur BD et tout ça. En côtoyant le milieu du festival et tout ça, je me suis rendu compte déjà que c'était pas, il y avait pas de la place pour tout le monde, qu'on n'était pas bien payé. Hein. Moi, les amis qui bossent chez Soleil, ils sont pas, voilà, là pour le coup, je peux pas tout balancer, mais ils sont pas super bien, enfin ils sont pas bien payés, ils sont pas bien payés. Ça c'est, hein, de toute façon que la condition d'auteur BD, elle est pas terrible. C'est pas une nouveauté. Et puis je dis Soleil, mais attention, hein, c'est pareil chez d'autres. Hein, je mets pas en porte-à-faux Soleil spécifiquement, hein, attention. Hein. Mais euh, mais voilà, la condition est pas top. La condition est pas top. Si à un moment si à un moment beaucoup d'auteurs se sont barrés vers l'auto-édition et les financements participatifs, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est qu'il y a une raison. Si des gars comme Maliki, de toute façon ils l'ont dit clairement, hein, si des gars comme Maliki, donc Souillon et tout ça qui ont créé Maliki, si toute l'équipe s'est barrée chez Tipeee et tout ça en auto-édition, ils l'ont dit, hein, c'est parce que le circuit, le marché du livre est un marché où tout le monde tire un peu la couverture à soi pour avoir le plus de thunes. Et celui qui a le moins de thunes, c'est quand même l'auteur, quoi. Ce qui est fou. Ce qui est fou. Parce que sans comment on dit ça, j'ai plus l'expression, sans nous mettre des médailles ou quoi que ce soit, surtout que moi je suis pas du tout dans ce milieu-là au final, mais voilà, s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a rien, quoi. S'il n'y a pas d'auteur, la chaîne du livre, elle s'arrête. Alors que le financement participatif et l'auto-édition ont montré que s'il y a plus de distributeurs, s'il y a plus de libraires, s'il y a plus de... bah, ça peut continuer. Il peut y avoir ce rapport très très étroit entre auteur, créateur et public. Bon, donc voilà, à un moment, il faudrait peut-être essayer de remettre les pendules à l'heure. Mais bon, c'est un autre débat qui est pas simple. Hein. Là, j'expose j'expose le truc de manière très très basique, mais bon, désolé. Hein, bah, moi, quand on me lance là-dessus, on me lance. Hein. Du coup, 47 minutes. Allez, il faut que j'accélère. De toute façon, on a bientôt fini. Moi, maintenant, c'est ce que je dis à chaque fois quand j'ai des personnes qui me demandent si ça vaut le coup de se lancer, tout ça, et qui aiment bien. Je dis, bah ouais, lancez-vous, dessinez, faites votre bouquin, appelez des maisons d'édition, proposez votre truc et tout ça, et ayez une autre corne à votre arc, au cas où. Je vais rester léger. Je vais peut-être faire un petit peu de plus foncé, de noir, pour
faire un fond et accentuer un petit peu le personnage. Je vais peut-être faire ça et puis on va s'arrêter là. Si ça vous va, faut avoir une bouée à côté, ouais, carrément. Ouais. Technique, chômage technique, c'était ça, ouais. Et vu les charges URSAF, ouais. Bah moi ça, encore une fois, moi ça va aussi, hein, c'est pas... enfin en même temps, je gagne pas, voilà quoi. Si je fais... Encore une fois, honnêtement, voilà, pour être honnête, si je fais 150, 200 par mois, après ça dépend des mois, quoi. Si c'est ma moyenne c'est ça, 150, 200, un truc comme ça. En moyenne, c'est ça. Ouais, c'était chouette, le dessin est cool, merci. Merci. Bon ouais, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Mais faut tenter, en tout cas, faut tenter. Voilà, pour terminer juste là-dessus, à chaque fois, ce que j'essaye de mettre, enfin là, hein, parce que souvent, je vois les mines un peu se décomposer quand j'explique honnêtement ma situation, et voilà. Et à chaque fois, je dis, mais non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, ça va. Mais faut tenter parce que c'est ce que je dis à chaque fois, même un petit projet, si le projet il vous tient vraiment à cœur, aujourd'hui on a tous les clés pour le faire, quoi. Grâce encore une fois au financement participatif, grâce à l'auto-édition, aujourd'hui n'importe qui veut faire son bouquin peut le faire, peut au moins le sortir, aller à 15-20 exemplaires en vrai. Après voilà, ce sera pas un truc hyper qualitatif, mais si on veut mener son projet à bien, on a toutes les clés pour le faire, et aujourd'hui j'allais dire, paradoxalement, même si le marché du livre se porte mal, tout le monde aujourd'hui a accès à un imprimeur et à voilà, de la reliure classique et tout ça. Donc tout le monde peut faire son truc. Si on veut le faire pour soi, on peut le faire pour soi. Si on veut le mener en festival, aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui se créent, qui acceptent vraiment des amateurs, des tout nouveaux, qui ont même pas des fois encore le statut, voilà, qui viennent juste présenter leur projet, qui sont pas en train de vendre à tout va, quoi, mais qui viennent parler un peu de leur truc, tâter un peu le truc, prendre un peu la température, de voir si leur projet, il y a tout le côté fanzine et tout ça, un peu dans cette idée-là. Donc aujourd'hui, voilà, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, de bouquins, de jeux et tout ça, faut le faire, hein, faut le faire parce que c'est une expérience quand même très très cool. Faut le faire, mais voilà, faut pas partir dans un truc. Faut budgétiser, et si vous voyez que votre truc il va vous demander 10 000, 15 000, 20 000 balles, bah soit vous les avez, tant mieux, et soit vous êtes sûr de vous et voilà, faut tenter le truc. Sinon, faut budgétiser au minimum, quoi. Moi, c'est ce que je fais. Je budgétise au minimum. Et après, si je vois qu'il y a des gens derrière, si je vois, je dis, voilà, le principe des paliers, hein, tout simplement sur Ulule ou ce genre de choses. On fait une première version classique, qualité mais classique. Hein, je fais pas un truc, je fais pas mes bouquins, c'est pas de la reliure, agrafe et tout ça classique, hein, pour parler de la reliure. Mais voilà quoi, j'essaye de faire minimum. Bref. Je me perds. Et tout ça pour dire, oui, je dis faites-le parce que surtout, moi, mes Ulule, je les fais avec 100 personnes. Donc voilà, moi je suis à chaque fois sur mes projets, je suis sur des budgets de entre 1500 et 3000 euros maximum. Et avec 100 personnes, on les fait largement. Hein. On les fait largement. Donc 100 personnes, c'est pas compliqué à trouver, quoi. C'est pas compliqué. Je suis pas sur des projets où il me faut 100 000, 200 000, 300 000 balles. Voilà quoi. Je sais bien que ça, je pourrais pas le lever. Je sais bien que ça, voilà, ma petite condition, dont je suis très content, hein, voilà, c'est pas pour me rabaisser ou quoi que ce soit, ne me permettrait pas de faire ça. Bon allez, on va s'arrêter là. Ce sera déjà là, voilà. Voilà les amis, on est à la fin de ce petit test. J'espère que ça vous a plu.
me suis un peu plus épanché sur ma condition que sur que sur le test en soi du papier. Mais en tout cas, alors le papier marque à mort, hein, c'est un peu le souci du 90 grammes, c'est un peu le souci de ce type de papier. Mais en tout cas, voilà, moi je retrouve quand même un peu les sensations du Moleskine, sans cette espèce de grain qui fait quand même un peu tout le sel du Moleskine pour ceux qui sont vraiment à fond dedans. Mais je tenais vraiment à faire ce comparatif parce que voilà, encore une fois, au-delà du test de matos et tout ça, j'aime bien aussi pouvoir vous apporter à un truc où je vous dis, si t'aimes bien ce type de papier du Moleskine, bah voilà, sache que Canson, voilà, fait un peu cet esprit-là. Et ça peut être intéressant, à un prix plus intéressant. Voilà, si t'as les sous pour mettre du Moleskine, prends du Moleskine, hein, parce que ça reste du bloc, du carnet vraiment de qualité. Mais si jamais tu cherches un peu le rendu du Moleskine, mais à bas prix pour tester, peut-être déjà dans un premier temps, pour voir si ça te convient, bah voilà, Canson Graduate, les amis. Tout. Croquis, sketch and note. Bocetos in notas. Pardon. J'aurais jamais dû essayer de faire un accent, c'est n'importe quoi. Allez, sur ces bonnes paroles, les amis. Je pense vous avoir tout dit. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!